Bonjour tout le monde, cette semaine à l'émission, on met à l'essai le Toyota 4Runner dans sa variante Trail Hunter. C'est le modèle prêt pour le hors-route le plus agressif du catalogue. Mais avec une étiquette de prix de 87 000 $, on se demande si on est réellement rendu là pour un 4Runner. Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Bon, réglons tout de suite, Gabriel, la question du snorkel, de la prise d'air qui est fixée au pilier A, évidemment, côté passager. Ça élimine la possibilité de poussière qui va se retrouver sous le capot. Ça élimine la possibilité de noyer le moteur si jamais tu as envie de garrocher ton 4Runner dans un lac, ce que je déconseille fortement. Mais au quotidien, je te dirais que ce sifflement-là, qui a plus les apparences d'une crise d'asthme, me fatigue particulièrement. Pour cette seule raison-là, je pense que j'achèterais un TRD Pro. Ouais, ben écoute, vous l'entendez, là? Ouais, c'est bien le fun. Je trouve ça super agréable. Mais en même temps, c'est ça qui fait le charme de ce véhicule-là. Parce qu'il est vraiment adapté pour la conduite hors route. Et donc, qu'on ait choisi d'ajouter un snorkel, justement, sur un modèle de série comme ça, ouais. Ça en dit long sur les ambitions, ou en tout cas le potentiel de ce véhicule-là pour la conduite hors route. Et d'ailleurs, quand on regarde le comportement routier de ce véhicule et jusqu'à quel point les suspensions sont vraiment bien étudiées pour la conduite hors route, qui est différente de celle du TRD Pro. Et ça, il faut le mentionner parce que la vocation du TRD Pro et du Trail Hunter est différente. Le TRD Pro, c'est pour la performance. Tu vas avoir une suspension multivalve qui va te permettre d'absorber les chocs plus rapidement à haute vitesse, alors qu'ici, c'est aussi une suspension qui est faite pour composer avec de plus lourdes charges. On sait que le Trail Hunter, c'est en partie conçu pour les amateurs d'overlanding. Alors, par exemple, si tu veux placer une tente sur le toit, traîner beaucoup d'équipements, c'est une suspension qui va être mieux capable de composer avec ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'on a adapté la technologie hybride. Bon, évidemment, chez Toyota, la technologie hybride, on l'utilise à toutes les sauces, mais qu'on l'a adapté justement dans ce véhicule-ci. Ça nous donne évidemment un moteur 4 cylindres, 2,4 litres et évidemment la motorisation électrique que l'on rajoute. Donc 326 chevaux, mais surtout 465 livres-pieds de couple. C'est ce qui fait toute la différence au niveau de cette motorisation-là hybride. Parce que, bien sûr, le moteur de base fait un bon boulot et je te dirais qu'en termes d'accélération brute, le moteur hybride n'est pas démesurément plus impressionnant en accélération que le moteur de base. Mais la réaction à l'accélération, le couple, les reprises, la capacité à s'adapter à différents environnements, le moteur hybride a l'avantage, ça c'est évident. Sans compter que la consommation est plus faible d'à peu près 15 %. Là, tu vas me dire, on se serait attendu à mieux. Oui, mais je pense pas que la vocation de la motorisation hybride soit celle d'être la plus économe possible. Tu as déjà un VUS aussi aérodynamique qu'un congélateur qui consomme en bas de 10 litres au 100. C'est déjà exceptionnel pour moi, là. Après ça, tu sais, si tu veux avoir encore un meilleur rendement que ça, choisis une version peut-être un peu moins radicale que celle-là. Parce que l'hybride, tu peux l'avoir dans 4 versions chez Toyota, dans la gamme 4Runner, qui en compte 8 au total. Puis évidemment, là, c'est à la carte selon ce que tu désires, ce que tu souhaites avoir comme type de véhicule. Puis ça illustre à quel point la gamme 4Runner, c'est une gamme très importante pour Toyota et un véhicule qui n'a pas tant de compétition. Parce qu'est-ce que tu compares un 4Runner avec un Wrangler, un Bronco? C'est ça, ouais. Oui, mais indirectement. C'est pas un véhicule, par exemple, qui est décapotable, qui est offert en version 2 portes. On l'achète plus souvent pour une vocation familiale, mais c'est un véhicule qui est davantage bon à tout faire et avec lequel tu fais moins de compromis, là. Surtout aussi sur la route. C'est bon, évidemment, ici, on conduit hors route. D'ailleurs, on remercie les gens de la Fédération des clubs de 4x4 du Québec de nous guider pour nous trouver justement des obstacles un peu à franchir ici à la campagne. Mais sur la route,
c'est un véhicule qui est beaucoup plus confortable que le Bronco ou que le Wrangler au quotidien. Particulièrement avec le Wrangler, on est ailleurs complètement. Là. C'est ça. Et même si les suspensions sont très souples, même si la pédale de frein est un peu relativement molle, spongieuse, il y a des mouvements de caisse. C'est beaucoup mieux que le modèle de l'ancienne génération. D'ailleurs, on en est déjà rendu à la 6e génération pour le 4Runner. Ben, tu dis déjà, attends un peu, parce que la précédente génération, elle a été là de 2011 à 2024. Ça commence à être long. Tu sais qu'en 2024, une transmission automatique à 5 rapports, tu trouvais ça uniquement dans un 4Runner. Il était peut-être un peu temps qu'on passe à autre chose, mais étonnamment, on en vendait encore beaucoup. On en volait encore beaucoup aussi. Fait que c'est des camions qui demeurent super populaires. Évidemment que j'ai pu conduire le 4Runner Trail Hunter au quotidien. Là, pendant une semaine et demie à faire de l'autoroute, j'ai été pris dans le tunnel Hippolyte-Lafontaine je ne sais pas combien de fois. Pour l'utiliser au quotidien, j'ai été étonnamment surpris du niveau de confort et de la capacité à ce véhicule-là à s'adapter à son environnement par rapport à l'ancien modèle. C'est beaucoup plus raffiné et l'aménagement intérieur, pour moi, c'est un plus. Un plus dans la mesure où ergonomiquement parlant, ça n'a rien à voir avec ce qu'on proposait dans le passé. Tu as une instrumentation 100% numérique devant toi, mais qui illustre des cadrans analogiques simulés. C'est facile à utiliser, c'est très bien fait, les commandes au volant. Tu as énormément d'espace de rangement, la charge pour le téléphone cellulaire. On a pensé à tout. Évidemment, on s'est adapté par rapport à l'ancien modèle qui était vétuste, pour ne pas dire carrément archaïque. Là, mais moi, ce que je note, c'est qu'évidemment, il y a une filiation très évidente avec la planche de bord du Toyota Tacoma. C'est à peu près ça. C'est pas semblable, c'est identique. C'est ça. Mais aussi, il y a un paquet des prises auxiliaires ici, des touches pour les prises auxiliaires, un ajustement ici pour la hauteur des phares, le faisceau des phares. Bref, tu sens que ça a véritablement été pensé en fonction de la conduite en route, avec multitude d'attention, de souci du détail, en fait. Oui, exactement. Tu auras aussi remarqué, Gabriel, que le choix de couleur pour la version Trail Hunter est très original, très élaboré. C'est vert Everest, comme on a ici. Sinon, c'est blanc. Exact. Et comme le blanc, c'est assez ordinaire, ce camion-là, et que tu veux avoir un peu un effet camouflage quand tu te promènes dans un environnement comme dans lequel on est présentement, bien, tu vas choisir le vert. En quoi consiste la loi anti-citron? Elle protège les acheteurs contre les véhicules défectueux et l'obsolescence programmée. Elle vise à simplifier les critères pour dire que c'est un citron et les recours si malheureusement on en a acheté un. Reste que c'est pas pour les petits ennuis, la loi s'applique surtout aux cas très graves. Là, il est content, le 4Runner. Là, il est content, tu vois? Parce que, écoute, c'est capable de prendre des angles assez impressionnants. Tu vois que c'est capable, tu vois que c'est solide, ce camion-là. Ah, ça travaille bien. Et sais-tu ce qui est cool aussi? On parlait du dosage de l'accélérateur. Ouais. Mais tu le sens, là. Tu sens les moteurs électriques qui travaillent. C'est un bel avantage. Juste ce qu'il faut pour traverser des obstacles, faire du franchissement. C'est à très, très basse vitesse, là. Juste ce qu'il faut de couple, juste au bon moment. C'est très sensible, mais c'est super efficace. Puis tu vois, c'est ce que les amateurs de Jeep aiment du 4XE. Il y a beaucoup d'inconvénients au 4XE à cause du poids, de la fiabilité du véhicule en général, bref, là. Mais l'instantanéité grâce à l'électricité dans le 4XE chez Jeep, c'est un avantage, puis on en profite ici. Donc, l'hybride, oui, tu te trimbales un peu plus de masse, mais il y a un avantage clair, là. Il y a de la technologie ici qu'on va retrouver aussi chez la compétition, comme la barre stabilisatrice avant que tu peux désengager. Ça permet de faire travailler davantage la suspension, plus de débattement. Tu peux verrouiller le différentiel, évidemment, mais ce qui est le fun, c'est quand même un camion où tu as des éléments mécaniques qui sont super bien protégés. Heureusement, parce qu'on entend parfois que ça frotte un peu. Et puis, tu as un angle d'attaque de 33 degrés à l'avant. Ça te permet de grimper à peu près n'importe quoi, là. Évidemment, c'est propre à cette version-là. Au TRD Pro aussi. Si tu achètes une version SR5 régulière, ça ne sera pas ça. Mais c'est fou quand même ce que c'est capable de faire. On se rend compte à quel point le véhicule danse est à l'aise. Il est dans son terrain de jeu, là. Il est dans son habitat naturel.
C'est un véritable charme de conduire ça ici, dans cette situation-là. La question véritable, c'est à quel point les acheteurs d'un véhicule de 87 000 on y reviendra un peu plus tard, vont faire ça. Moi, c'est ça qui me fascine. Bon, une autre sortie d'autoroute. Voilà. Oh là, ici, ça va être un petit peu délicat. Il y a de l'eau, Gabriel. Une chance qu'on a notre snorkel. Parce que sinon, on se noierait. Encore une fois, la contribution des moteurs électriques. Oui, hein? Ouais, juste pour doser un peu plus finement. Ce que je trouve très drôle que tu parles de moteur électrique pendant qu'on a les 4 roues dans l'eau. Mais. Les pneus sont en caoutchouc. Ouais. Est-ce que tu y crois, Mathieu, à la planche de bord en pierre? Oui! Je trouvais que ça faisait comptoir de cuisine un peu. Écoute, ici, là, la technologie n'est pas au service du luxe, mais de l'efficacité en route. Premièrement, ce qui frappe, c'est, as-tu vu la grosseur de l'écran? On dirait un ancien téléviseur plat des belles années. Donc, moi, c'est sur ça que mon attention a été attirée. Déformation professionnelle avant ce petit comptoir de cuisine. Bon, il y a ça aussi là, dont il faut parler. Oui, là. ça, j'aimerais voir ça plus souvent chez plusieurs autres constructeurs. Parce que, bon, les constructeurs automobiles vont s'associer tantôt avec Bose, tantôt avec JBL, tantôt avec tant d'autres marques audio. On en voit beaucoup des marques audio, pour vrai. Et j'ai l'impression des fois qu'on se force pour faire des associations et qu'on met le nom d'une entreprise parce que ça fait beau, mais qu'en vérité, on n'a pas travaillé très fort. Ah, c'est drôle. Bien, moi, je pense qu'on croit en la spécialisation des tâches. Toyota, sa spécialité, faire des autos, pas des systèmes audio. JBL travaille là-dedans depuis longtemps, fait des enceintes Bluetooth. Alors, pourquoi pas intégrer dans le système une enceinte Bluetooth qui va servir dans le véhicule, mais si on sort à l'extérieur, parce que ce véhicule-là, c'est pas un véhicule SUV urbain, là. C'est pour faire du hors-route pour vrai. Là. Oui, effectivement. Donc, en camping, très pratique. Maintenant, la question que je me pose, et je ne peux pas y répondre maintenant, ça va être sa durée de vie à force de sortir et encore rentrer ce haut-parleur-là. Ça, c'est si tu le perds pas. Si tu le perds pas, autre chose, effectivement. Mais je crois vraiment à ce genre de système-là, même que j'aurais préféré un haut-parleur encore plus gros. Aussi, à l'arrière, on a une prise 2400 watts. Oui, on pourrait brancher un petit réfrigérateur pour le camping, mais aussi des outils. Et parlant d'outils, on a un compresseur à l'arrière en plus de tout ça. Gonfler son matelas. Là. Gonfler exactement son matelas. Et peut-être aussi, si jamais tu es mal pris avec une crevaison, ça peut être pratique d'avoir cette espèce de compresseur de rechange. Bref, un véhicule qui, oui, va vous assurer un certain plaisir hors route, mais aussi certaines commodités, comme par exemple un peu de musique. Enfin, le 4Runner se modernise, mais à quel prix? La gamme commence à 57 205 $ pour la version SR5 et monte jusqu'à 87 205 $ pour le Trail Hunter, transport et préparation inclus, et c'est le modèle qu'on a mis à l'essai aujourd'hui. La gamme est assez variée, mais il n'y a pas d'hybridation sur les deux modèles les moins dispendieux, soit les SR5 et les TRD Sport. Côté paiement, la version SR5 financée sur 72 mois revient actuellement à 1 090 $ par mois, taxes incluses, à un taux de 5,99 % ou 913 $ par mois en location 48 mois, avec 20 000 km par année à 6,69 %. Pour la version Trail Hunter, on parle de 1 661 en financement ou 1 461 en location. À travers le temps, le 4Runner a prouvé qu'il conservait une valeur de revente excellente. On voit encore des modèles de 10 ans d'âge avec un très haut kilométrage se vendre à plus de la moitié de leur prix neuf grâce à sa réputation et sa fiabilité de robustesse. Est-ce que les valeurs resteront aussi solides avec le nouveau moteur turbo ou les puristes auront-ils des craintes quant à la fiabilité? Une chose est sûre, en regardant les programmes en vigueur actuellement, on voit clairement que le manufacturier veut encourager l'achat. Avec un taux plus bas et les habitudes d'achat des propriétaires de Toyota, je pense que malgré les incertitudes liées au nouveau modèle, on ne se trompe pas en choisissant l'achat. Au Québec, les compagnies de garantie prolongée sont protégées par un tross en fiducie ou par une assurance. Même en cas de faillite, l'argent des clients reste en sécurité.
Bon les gars, c'est l'heure du débat. Un Toyota 4Runner à 87 000 Antoine, est-ce qu'on est vraiment rendu là? La question, c'est pas est-ce que ça vaut 85 000? Parce que si tu regardes un Ford Bronco, un Jeep Wrangler, par exemple, il y en a des éditions qui coûtent même plus cher que ça. Et c'est carrément indécent. Alors non, ça ne vaut pas 87 000 mais en termes de dévaluation, c'est un véhicule qui est vraiment pas si mal que ça. Donc, ça va conserver sa valeur dans la mesure où tu es capable de le garder parce que tu comprends que ça va être volé. Il faut le protéger adéquatement, il faut s'assurer de pouvoir le garder, de le stationner idéalement dans un garage parce que oui, ça va être un véhicule fort convoité par les voleurs et qui va coûter une fortune en assurance, mais c'est un camion qui est quand même très impressionnant au niveau de ses prestations et je pense que cette version-là est plus pertinente pour un acheteur qui souhaite avoir un camion différent de celui des autres qu'un TRD Pro où tu te fais brasser pas mal plus parce que la vocation n'est pas nécessairement la même. Le Trail Hunter, c'est vraiment un camion plus niché avec une identité qui est différente de ce que les autres constructeurs vont proposer. Tu n'auras même pas cet équivalent-là dans la gamme Wrangler ou Bronco, alors qu'un TRD Pro, bien, c'est clair, c'est fait pour aller jouer dans le bout, dans le sable, dans tout ce qui n'est pas de l'asphalte. Là. Et sans parler du fait aussi que ce modèle-là est disponible avec la motorisation hybride, ce qui permet de se démarquer dans ce créneau-là là, des véhicules qui sont plus aventuriers. Ça, je pense que, bon, évidemment, Toyota, c'est le champion de la motorisation hybride. Ça remonte à loin, là, ça remonte à la première Prius il y a très, très longtemps. Mais je trouve ça intéressant qu'on a choisi d'adapter cette motorisation-là à des véhicules qui sont véritablement des véhicules auxquels on ne pense pas nécessairement que la motorisation hybride serait un plus. Mais dans ce cas-ci, ce l'est, parce qu'évidemment, quand on roule justement à basse vitesse, notre terrain rocailleux, juste le couple instantané du moteur électrique fait en sorte que ça devient beaucoup plus facile à circuler dans des sentiers justement rocailleux ou des endroits sur des surfaces meubles, etc., etc. Je rejoins par contre Antoine sur le fait que c'est un véhicule qui va être ciblé par les voleurs. C'est le fléau de ces véhicules-là, non seulement du 4Runner, qui sont volés pour l'exportation vers d'autres marchés. Et donc, de ce côté-là, oui, c'est un enjeu de taille. Et juste pour cette question-là, moi, j'hésiterais peut-être à me procurer un véhicule comme celui-là, juste parce qu'on sait que ça va être un réel problème. Le 4Runner, c'est un autre véhicule qui a une grande communauté d'adeptes, qui est très populaire. Moi, je trouve qu'avec une variante comme ça, le terme overlanding, c'est comme le nouveau off-road dans la communauté automobile et on justifie des prix très élevés pour des variantes qui sont bien équipées, mais on se questionne un peu l'utilité de certains équipements pour une classe de gens. Par exemple, ce véhicule-là peut se retrouver beaucoup plus souvent dans un stationnement de centre d'achat que dans les endroits où est-ce que vous l'avez amené. Un snorkel est très pratique. Oui, un snorkel est très pratique. Et puis, bien, l'habitacle également, bon, un petit peu plastique pour ce prix-là. Pour les amateurs de 4Runner, ça va. Si on le compare avec d'autres utilitaires, il faut vraiment s'embarquer dans le véhicule et vérifier si on aime ou on n'aime pas ça. Petite comparaison entre le Toyota 4Runner et le Land Cruiser, lequel on choisit? Bien, moi, j'ai un faible pour le Land Cruiser, pour l'histoire de ce camion-là, pour son look aussi, et parce que je ne suis pas de ceux qui cherchent la machine conçue pour grimper l'Everest. Le Land Cruiser, c'est un camion à la fois qui t'offre un élan de nostalgie, mais qui est très contemporain dans son approche. J'aime la position de conduite, la présentation intérieure, et l'élément que j'aime un peu moins du 4Runner, tu vas rire, mais c'est le fait que lorsque tu prends place derrière le volant, tu as littéralement la même présentation qu'un Tacoma. Donc, la différenciation n'est pas la même. Ouais. C'est un camion qui a une approche un peu plus à l'américaine, alors que le Land Cruiser, c'est un camion qui a des gènes qui lui sont propres depuis extrêmement longtemps. Et c'est pas parce qu'on ne l'a pas vendu chez nous au Canada pendant quelques décennies que ce camion-là ne s'est pas illustré à travers la planète. Moi, je préfère le Land Cruiser. J'aime cette approche-là. Le Land Cruiser, là, c'est une icône. Quand on pense à Toyota, puis au camion surtout, on pense immédiatement au Land Cruiser. Donc, c'est un véhicule qui a beaucoup d'histoire, mais qui est plus agréable peut-être au quotidien que quelque chose comme le 4Runner, qui est beaucoup plus typé camion, alors que le Land Cruiser va être typé un peu plus VUS. Alors, de ce côté-là, peut-être au quotidien, ce serait plus agréable. Puis il faut faire une nuance parce que, évidemment, que Gabriel fait référence à la version Trail Hunter ou au TRD Pro, mais si tu prends un 4Runner régulier, bien là, tu as une conduite un peu plus traditionnelle qui se rapproche de celle d'un Land Cruiser. Mais encore là, je prends le Land
Cruiser. Ouais, ça. Si on a à donner un verdict, pour moi, le 4Runner, c'est un bon véhicule, agréable pour une classe de conducteurs qui vont aller un petit peu plus vers l'aventure. Si on a une conduite quotidienne, peut-être aller voir d'autres véhicules dans le même segment et trouver quelque chose qui est un petit peu plus adapté au quotidien. Pour toi, Antoine, le verdict? C'est un camion que j'adore. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs constructeurs qui vont revenir aux sources pour rivaliser plus efficacement avec ce camion-là, notamment Nissan qui pourrait revenir avec un Pathfinder de prochaine génération surchassé à échelle pour rivaliser plus efficacement avec ça. Oui, les 2 pouces sont en l'air, mais je prends quand même un Land Cruiser. Même chose de mon côté, mais je dirais, ça s'inscrit aussi dans une tendance que l'on voit là maintenant. On développe des véhicules qui sont sport utilitaires, on leur donne même des variantes encore plus typées, encore plus utilitaires. Donc celui-là, c'est en plein dans cette ligne de mire-là qu'on le retrouve. Mais effectivement, personnellement, un Land Cruiser avant un 4Runner Trailhunter pour moi. La semaine prochaine, au Guide de l'auto, on vous présente la Dodge Charger Daytona EV.